Bonjour, Jean-Marc Benkemoun, pédopsychiatre. Je travaille à l'unité médico-judiciaire des Yvelines et je suis responsable de l'unité d'accueil des mineurs victimes. Et c'est à ce titre qu'on m'a demandé de vous parler des auteurs de maltraitance à enfants. Parler des auteurs de maltraitance à enfants, c'est clairement faire référence à l'analyse criminologique de cet acte. Et donc l'analyse criminologique, c'est indissociable de la triptyque auteur, situation, victime. C'est dans ce sens que quand on parle des auteurs, on va être un peu obligé de parler aussi de la situation et de la victime parce que chaque élément peut interférer sur l'autre. On est obligé aussi de ne pas faire l'impasse sur la situation précriminelle. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, l'auteur a pu passer à l'acte, et sur l'analyse du passage à l'acte. Comment l'auteur n'a pas réfréné, n'a pas été bloqué par les interdits théoriques. Les indicateurs de risque de la violence sont liés à la personne vulnérable, l'enfant, le mineur est vulnérable par définition, liés à l'auteur et liés à l'environnement. C'est ainsi que, là aussi, parler de l'auteur, c'est indissociable de la victime et de la situation. Les facteurs de risque qui sont liés à l'enfant et qui peuvent amener, d'une certaine façon, un potentiel de dangerosité dans le couple parental. Plus l'enfant est jeune, et plus l'enfant risque d'être soumis à cette maltraitance, à une forme de maltraitance, du fait de sa grande dépendance. Le sexe de l'enfant, on sait que les filles sont plus souvent victimes d'agressions sexuelles, les garçons ont un plus fort taux de mortalité du fait de la maltraitance. La prématurité, le petit poids de naissance, le faible âge gestationnel sont associés à une forte probabilité de maltraitance, y compris par les violences sexuelles, indépendamment de l'âge de la mère ou du niveau socio-économique. On va voir que le niveau socio-économique est un mauvais indicateur. Les troubles du comportement de l'enfant, troubles des conduites, le handicap de l'enfant, souvent séquelles d'ailleurs de prématurité, sont aussi des facteurs de risque. On voit bien comment, du coup, l'enfant peut être sujet de cette violence de par ses particularités, alors que l'auteur n'aurait pas forcément été auteur dans une autre situation. Un enfant présentant un trouble de comportement éprouvant pour ses parents, les enfants qui ne dorment pas la nuit, les enfants qui ne mangent pas, qui vont mettre à l'épreuve le comportement parental, qui va mettre à l'épreuve le parent qui s'occupe de lui, ne serait-ce que par la fatigue, par le sentiment d'impuissance, sentiment d'incompréhension. Parfois en miroir de ce qu'on vit en tant que parent, et souvent aggravé par l'absence d'aide médico-psychosociale. C'est-à-dire qu'on n'a pas repéré forcément que cet enfant avait un besoin supplémentaire, présentait un comportement qui justifiait d'une intervention, et on a malheureusement laissé les parents se débrouiller seuls face à cette difficulté éducative. Enfin, l'enfant qui déçoit, entre guillemets, ses parents, qui n'est pas l'enfant imaginaire, l'enfant qu'on attend. Et le facteur de risque, maintenant on le sait, c'est tout ce qui va gêner l'attachement, tout ce qui va faire que l'attachement ne va pas pouvoir se mettre en place de façon sécure pour l'enfant. Toutes les situations qui vont empêcher ce lien précoce sont potentiellement délétères. La prématurité, toutes les causes de séparation, d'hospitalisation, la dépression du postpartum, etc., sont donc des éléments qui vont venir créer un risque de maltraitance, même si le parent n'était pas repéré comme potentiellement maltraitant. Donc c'est important dans cette optique d'aider le couple à la parentalité, d'amener le couple effectivement à prendre en compte les besoins de l'enfant, parce que c'est une révolution dans un couple et il faut à tout prix qu'on accompagne, et on a de quoi accompagner, parce qu'on rencontre ses parents fréquemment quand même pendant la grossesse et puis dans le jeune âge de l'enfant. Donc on a possibilité d'aider ses parents dans leur parentalité. Les facteurs plus spécifiquement liés à l'âge des parents, le très jeune âge de la mère, qui rejoint un petit peu d'une certaine façon l'immaturité, les carences affectives,
l'immaturité, l'instabilité, l'impulsivité, qui sont les piliers, bien sûr, de la dangerosité criminologique, hein, entre autres. La dépression, parce que la dépression va faire que on ne va pas prendre en compte les besoins de l'autre, et notamment les besoins de l'enfant, parce qu'on est auto-centré autour du mal-être, autour de cette grande souffrance, voire complètement dissocié, hein, de la réalité autour de nous. La pauvreté des affects, hein, quelqu'un qui n'est pas capable d'exprimer son affect. L'intolérance à la frustration, quand on sait que, effectivement, avoir un enfant, c'est aussi pouvoir gérer sa propre frustration de ce qu'on pourrait appeler sa liberté, entre guillemets. Les antécédents personnels de violences subies dans l'enfance, dans ce qu'on appelle la transmission transgénérationnelle de la violence. On sait, même si ce n'est pas la règle, que la violence peut passer d'une génération à l'autre. Et donc, être soumis à la violence par un de ses parents, c'est risquer de reproduire d'une façon ou d'une autre cette violence face à son propre enfant. L'isolement social, et on retrouve là d'une certaine façon la violence conjugale, avec les enfants victimes de cette violence conjugale. L'isolement social soit inné, entre guillemets, hein, dû à la société, dû à la migration, etc., ou l'isolement social dû à l'emprise du partenaire ou à d'autres phénomènes de contrôle qui sont aussi un facteur de risque de maltraitance sur les enfants du couple. Le niveau socio-économique des parents, c'est un élément qui est souvent mis en avant, mais il n'y a pas d'élément de preuve suffisant. Je pense qu'il vaut mieux prendre en compte les facteurs psycho-affectifs. Les facteurs psycho-affectifs prédominent largement sur ces facteurs socio-économiques. Toujours concernant le risque de dangerosité face à ces enfants, risque de passage à l'acte dans une dynamique de maltraitance concernant les parents, la présence de pathologies psychiatriques ou de déficiences mentales, voilà, des capacités limitées à s'investir dans l'enfant et à identifier ses besoins. Et on retrouve là souvent un risque majeur de négligence. C'est dans ce cadre-là que l'enfant est soumis à un risque de négligence, sinon d'autres formes de violence. L'abus d'alcool et de drogue, y compris durant la grossesse, dans certains pays, hein, la prise de drogue est quelque chose qui va amener un signalement, ou en tous les cas une information préoccupante, parce que c'est une forme de maltraitance de l'enfant à venir. Les violences conjugales, donc c'est une forme aussi de maltraitance, hein. Il faut considérer l'enfant soumis à la violence conjugale comme un enfant victime de violence, et notamment violence par négligence ou d'autres formes de violence, hein, qui peuvent exister dans la violence conjugale. Bien sûr, l'implication d'un parent dans une activité criminelle, on imagine bien, hein, qu'un parent qui peut avoir ce genre d'activité peut être violent dans d'autres dimensions de sa vie. La grossesse pathologique ou non désirée, hein, c'est-à-dire que l'enfant déjà non reconnu dans le ventre de la mère, de par la mère ou de par le père, ou l'enfant issu d'un viol, d'un inceste, etc. Donc on imagine bien qu'il puisse être l'objet, hein, de maltraitance. Les grossesses mal investies, les dénis de grossesse aussi, hein, on pense qu'il faut accompagner ces femmes parce qu'il y a un potentiel de maltraitance. Donc on voit bien que le risque de maltraitance, en tête comme ça, on a souvent le père, l'homme, etc. Mais de multiples facteurs font qu'un individu, homme ou femme, peut être auteur de maltraitance en fonction de la situation dans laquelle il est soumis, sinon qu'il a aussi d'autres critères, d'autres items qu'on a repérés, la pathologie psychiatrique, enfin bon, etc., la prise de drogue. Les facteurs liés à l'auteur plus spécifiquement, l'état psychologique fragile, à partir du moment où moi-même je suis en déséquilibre psychologique, on voit bien comment je ne vais pas pouvoir assurer l'équilibre psychologique de mon enfant. Et je vous rappelle la définition de la maltraitance, dans laquelle cet équilibre psychologique et favoriser le développement adéquat de l'enfant est un des termes importants de cette définition. L'addiction parentale, les troubles mentaux, l'inversion des rôles, c'est-à-dire que le parent qui va laisser le rôle de parent à l'enfant, c'est aussi une forme de maltraitance, des enfants qui vont être adultifiés trop tôt et qui donc ne vont pas avoir ce développement naturel de l'enfant.
Les situations sociales difficiles, même si d'une certaine façon c'est toujours difficile d'en parler, mais c'est vrai, on imagine bien quelqu'un qui est lui-même en grande précarité va avoir des difficultés de prendre en charge son enfant de façon adéquate. La grande proximité, c'est toujours quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, des appartements trop petits, des lieux où on va vivre tous ensemble sans qu'il y ait d'intimité ou d'espace de vie suffisant. C'est un facteur de risque de maltraitance. La difficulté à accepter la dépendance de l'autre, c'est-à-dire le parent, qui ne se sent pas apte à accepter le fait que ce petit homme ou cette petite femme ait besoin de lui en permanence ou à des moments où il ne l'a pas prévu. Donc, voilà comment on peut avoir des items, on peut repérer des items concernant l'auteur qui vont nous permettre de dire qu'il y a un potentiel, effectivement, un potentiel de risque de passage à l'acte de maltraitance, mais il faut aussi avoir à l'idée que la situation, que l'environnement, que l'enfant lui-même peut être aussi des phénomènes d'alerte, peut être aussi pour nous des items d'alerte pour qu'on puisse prévenir ce risque de passage à l'acte. On retrouve aussi, quand on parle de l'auteur, des items qui sont très représentés dans la violence conjugale, la faible estime de soi, la recherche de contrôle, vouloir contrôler les besoins de l'enfant, la rigidité intellectuelle, éventuellement le sexisme. Donc on retrouve aussi ces items lorsqu'on parle, lorsqu'on recherche des facteurs de risque de violence chez un parent. Alors, bien entendu, d'autres facteurs sont représentés, les menaces d'homicide ou de suicide, ces parents qui menacent, notamment lors d'éventuelles ruptures, de passer à l'acte sur la mère ou sur les enfants, ou sur le père ou sur les enfants, en fonction de qui est auteur et de qui est victime, ou qui menacent de se suicider. Donc ce risque de suicide peut être aussi un risque de maltraitance, dans le sens où on va omettre la réalité de l'enfant et ses besoins naturels, mais aussi parce qu'il y a un risque d'altruisme dans ce suicide et d'emmener l'enfant dans ce suicide, y compris dans des comportements dangereux, conduite dangereuse, conduite automobile dangereuse, etc. L'utilisation d'armes pour menacer autrui, on sait bien que forcément c'est quelque chose de dangereux. La jalousie, on retrouve un des items là aussi de violence conjugale. L'agression physique, les menaces, le harcèlement à la séparation, les violences sexuelles, les antécédents de violence, voilà tout ce qui fait qu'on repère chez un individu un potentiel de dangerosité. Bon, bien sûr, la toxicomanie, l'alcoolisme, on sait qu'il y a une forte représentation de l'alcoolisme dans l'inceste. Très souvent, les pères incestueux sont des pères alcooliques. Donc l'alcool est un facteur de risque. Et donc, dans un couple où une des personnes, un des parents est repéré comme alcoolique, il est important aussi de faire un travail de prévention et en tous les cas un travail de recherche de cette éventuelle maltraitance sur les enfants du couple. Bien sûr, on retrouve aussi les difficultés parentales à la séparation, la disqualification d'un des parents, l'instrumentalisation des enfants, le besoin que l'enfant soit son propre objet, et le fait qu'on n'a pas cette capacité de comprendre l'intérêt de l'enfant, d'avoir ses deux parents, en tous les cas dans un couple, dans une famille qui n'est pas monoparentale, et même dans une famille monoparentale, les auteurs de violence peuvent être le parent, mais peuvent être aussi l'entourage, la famille, les grands-parents, enfin bon, etc., dans cette non-reconnaissance de la parentalité. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi repérer dans tous ces environnements, dans toutes ces familles nouvelles qu'on connaît actuellement. Voilà, donc c'était quelque chose d'important à préciser. Il y a effectivement des items qui vont nous permettre de dire qu'un individu est potentiellement dangereux, mais il y a aussi une dangerosité qui va venir de la situation dans laquelle on est plongé, et éventuellement aussi du fait que l'enfant ne correspond pas, entre guillemets, à ce qu'on aurait imaginé
de l'enfant qu'on aurait aimé avoir ou éventuellement qu'on aurait aimé être. Ces comportements, on peut les repérer au cours de nos consultations, et c'est quand même important d'en parler ici, parce que ça définit d'une certaine façon le comportement des auteurs. Quand on a des parents en consultation, un parent intrusif qui va s'opposer aux soins, ou un parent indifférent, ou un parent qui a une proximité corporelle inadaptée par rapport à son enfant, une attitude éducative non adaptée. On a vu les affaires récentes de refus de vaccins, de régime alimentaire non adapté. Ce sont des choses qui doivent mettre en alerte le professionnel, parce que ce sont des items de maltraitance. C'est d'une certaine façon, c'est des items qui nous permettent à nous de repérer éventuellement un parent maltraitant. L'incapacité à expliquer les blessures des enfants, qui se présentent avec des blessures, et l'enfant qui n'est pas très capable lui-même de les expliquer, parfois du fait de l'injonction, mais aussi le parent qui va nous donner des explications qui ne correspondent pas à ce qu'on voit ou à ce qu'on imagine des blessures, la minimisation, la banalisation, la contestation des symptômes, le dénigrement ou l'accusation de l'enfant, les refus d'investigation, de soins, d'hospitalisation, ou à l'inverse l'hyper-recours aux soins, l'attitude agressive ou sur la défensive. Voilà aussi des items qu'on va retrouver chez l'auteur, entre guillemets, ou en tous les cas des items qui sont alertants pour nous d'un risque de maltraitance. Alors qui sont ces maltraitants intrafamiliaux? Le père, dans 46%, ce sont des chiffres du bulletin du Conseil national de l'ordre des médecins en janvier 2015, bulletin numéro 38. Dans 46% des cas, c'est le père. Dans 25% des cas, c'est la mère. Le beau-père dans 9% des cas, et les autres dans 20% des cas. Donc on voit que contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas toujours le père qui est responsable de la maltraitance, et notamment dans 20% des cas, les autres, et on entend par autres la fratrie, ou les oncles et tantes, enfin bon, etc. Et c'est des situations qu'on rencontre fréquemment dans nos consultations. En conclusion, ce que je voulais vous dire, et là où je voudrais retenir votre attention, c'est qu'il n'y a pas de profil type. On est toujours dans cette recherche de profil type. Il n'y en a pas. Il y a des items d'alerte. Il n'y a pas de situation type. Il y a des items d'alerte. En plus, il n'y a pas forcément de permanence du danger ou de la dangerosité. Un individu n'est pas toujours dangereux. Une situation n'est pas en permanence dangereuse. Il y a des moments de dangerosité qu'il faut repérer. Ce qui fait que c'est important de toujours y penser, c'est important de toujours en parler, et c'est important de toujours réagir, agir pour protéger. Retrouver un profil type, c'est risquer de s'endormir sur ce profil type. Il ne présente pas ce profil type, je n'ai pas rempli toutes mes cases, donc vraisemblablement il n'y a pas de maltraitance. Il est important de se dire que même sans profil, du fait d'une situation, de tout ce que j'ai pu vous expliquer depuis le début, il faut y penser, en parler, agir et réagir, parce que notre rôle, c'est la protection de l'enfance. Je vous remercie.